Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce somme toute guerrière, violente, puisque nous allons participer à la guerre de l'anneau grâce à cette énorme boîte que j'ai là entre les mains et qui répond du nom de War of the Ring, la guerre de l'anneau, c'est en anglais. Et c'est un jeu édité par Ares et c'est Monsieur Tub, qui est là pour nous présenter ce jeu édité par Ares, c'est bien ça? On t'avait reçu dans une petite vidéo précédente parce que tu nous avais parlé de quel jeu c'était déjà? C'était Aslan. Aslan, c'était toujours chez Ares. Et Ares, ils se sont dit, ça s'était bien passé, voilà. Donc on va recommencer. Exactement. Et avec un jeu qui en fait est un vieux jeu, mais qui n'est pas si vieux que ça. Alors en fait, il y a eu une première édition en 2003-2004 et donc ils ont décidé de le rééditer. Alors, War of the Ring, c'est un jeu de Roberto Di Miglio, Marco Maggi et Francesco Nepitello. Et alors les vieux de la vieille sur Trick Track le connaissent bien, puisqu'en fait quand il est sorti en 2004, il a été sélectionné parmi les 10 meilleurs jeux de l'année pour participer au Trick Track d'or. Et c'était nos premiers Trick Track d'or qu'on faisait ailleurs qu'à Orléans, donc à Rennes, je me souviens. Il y en avait eu 2 boîtes à peine, on était 30 joueurs à on jouait par groupe de 4, 2 de chaque côté, parce que c'est un jeu à 2. C'est un jeu de combat, il y en a un qui va jouer les méchants et l'autre qui va jouer les méchants. Voilà. Et on va se taper dessus. C'est ça. En fait, c'est ça. Exactement. Donc, Epic Battle in the Land of Middle-earth, donc dans les terres du milieu. Maintenant, tout le monde connaît les terres du milieu. Il paraît. Depuis un certain film qui a cartonné. Donc, c'est la seconde édition. La boîte est marron, parce qu'avant, elle n'était pas marron, elle était plutôt bleu-grise. C'est ça, plutôt un peu plus sombre. Mais par contre, elle est en anglais, elle. Alors, c'est ça. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'édition française pour la deuxième édition de la guerre de l'anneau, sachant que, Ares est tout à fait ouvert si des gens se trouvaient intéressés à faire une édition française. 13 ans minimum, 120 minutes, c'est du lourd, c'est du très lourd. On va peut-être pas faire une partie, tu vas nous expliquer les tenants, les aboutissants. J'ai oublié, moi, comment ça se jouait, c'était il y a 9 ans. 2-4 joueurs, avant c'était 2, ils ont mis 4 maintenant. Alors ils ont mis 4, ça reste fondamentalement un jeu à 2 joueurs. Il y a des petites règles pour se partager un peu un camp quand on joue le même camp, mais bon. D'accord, alors c'est une grosse boîte avec de la figurine partout. Elle pèse un âne mort. Il y a combien de figurines? 205 figurines en plastique à l'intérieur. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir parce que tu as tout déballé. J'ai tout déballé. Tout est sur le plateau, je vais la poser par devers moi. On va montrer les règles. Alors, ce n'est pas tout à fait du wargame, mais quand même un peu. C'est pas tout à fait du jeu de plateau, mais quand même un peu. C'est un jeu un peu un mélange de tout ça. Tout à fait. C'est pas un jeu de combat d'escarmouche rapide. C'est un peu entre tout ça. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des règles, parce que ce n'est pas l'américaine, mais c'est un jeu italien. C'est un jeu italien qui se rapproche quand même un peu plus de l'américain que de l'euro, on va dire. Par contre, les règles là sont en anglais, mais elles sont assez… voilà, il y a énormément d'explications de tout ce qu'il peut y avoir, matériel et tout. C'est un jeu de combat, donc il y a plein de situations qui vont être réglées par des tas de petites règles. Tout à fait. Expliquées à l'intérieur, que vous n'avez pas à lire, puisque tu vas nous expliquer, enfin si, il faudra lire quand même. On va survoler l'intérêt de l'objectif général, mais pour tout ce qui est pointu, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe quand un guerrier a la jambe droite cassée et qu'il essaye de se sauver à travers une forêt qui a été inondée pendant 2 jours. Exactement. Ça, il faudra regarder dans les règles. D'accord. Donc voilà à quoi ressemblent les règles. C'est assez épais, c'est assez lourd. Je te les donne. Il y a quand même des petits résumés quand même. Des aides de jeu, Une fois qu'on a lu les règles une fois, avec ça, on sait s'en sortir. Tout à fait. C'est l'aide pour joueur. Il y en a 2 puisque c'est supposé être à 2. Voilà. Je regarde une, je change une. Et là, j'ai envie de dire, j'adore dire ça. Comment cela fonctionne-t-il donc et qu'est-ce que tu as mis en place là? Il y a plein de couleurs. C'est beau, des dés, plein. Des dés, et les grosses cartes. Je t'écoute. Plein de choses. Donc ce jeu-là, vraiment l'objectif, il ne faut pas voir ça comme un jeu vraiment stratégique où on va essayer de construire vraiment quelque chose, optimiser, etc. Le but, c'est vraiment de revivre un peu l'histoire du Seigneur des Anneaux. En accéléré quand même. En accéléré parce que sinon ça prend plusieurs mois, ce serait un petit peu long, ça fait mal en plus parfois, c'est pas génial. Donc en fait, ça va se jouer à 2 niveaux. Il y a vraiment 2 choses qui se produisent en parallèle dans le jeu. Il y a d'abord la communauté qui se trouve ici au début à Rivendell, Fontcombe en français, mais pour les anglophobe. Donc la communauté au début se trouve à Rivendell et donc va essayer… La communauté, c'est eux, ils sont représentés sur le plateau par Frodon et Sam. Voilà, je vais la montrer, on va montrer. La caméra est portée, je suis peut-être un peu loin, je vais résumer parce que j'ai préparé ça pour les cartes en fait. Donc voilà, ça c'est la compagnie. Pour ceux qui ont vu le film, effectivement ils sont plus que 2, c'est les deux amis qui vont sauver le monde. Voilà. Sachant que tous leurs copains sont là-bas en haut à droite du plateau, nous les voyons, il y a toute la troupe, Gimli, Legolas, Strider. Ils sont tous là dans leurs beaux costumes qui brillent. Voilà, exactement. Et donc, les peuples libres
donc, vont avoir envie d'aller détruire l'anneau dans la montagne du destin. Qui est ici. Exactement. Donc, les peuples libres vont essayer de faire progresser la communauté vers le Mordor et la montagne du destin, sachant qu'entre-temps, Sauron va essayer de trouver l'anneau, donc va potentiellement essayer de les corrompre. Il y a des personnages qui vont mourir pour éviter que la communauté se fasse trop corrompre, des personnages qui vont partir parce qu'ils vont aider les peuples des terres du milieu, etc. Donc, tout ça, c'est rendu un peu comme dans le film, vraiment. Enfin, dans le livre, parce que les puristes ne seraient pas très contents qu'on dise comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et donc, il y a un deuxième niveau qui est, ici finalement, on a donc la représentation d'une partie des terres du milieu, et notamment des différentes nations des terres du milieu et des différentes forteresses, places fortes des terres du milieu. Par exemple, ici, vous avez le gouffre de Helm. Avec la fameuse bataille. Là, vous avez Minas Tirith. Pareil, les batailles. Magnifique. Voilà. Il y a la Moria ici aussi. La Moria, moi j'aime beaucoup cette région, je ne sais pas pourquoi. J'ai une affinité avec la Moria. La Moria. J'aime bien ces grottes, j'aime bien ces cavernes. C'est ça, voilà. Et sa faune locale, tout ça. C'est ça, je m'entends bien avec eux. C'est ça. Bien que je ne boive pas de bière. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais ça se fait. Hein. Ouais, c'est bon. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'il y a, dans le livre. Vraiment tout. Et donc pour le coup, on va avoir chaque camp va avoir des unités et va essayer de conquérir les forteresses adverses. Donc il y en a un qui va jouer la compagnie, plus les peuples libres qui vont l'aider, et l'autre va essayer d'empêcher tout ça. Voilà, exactement. Donc en fait, les places fortes des terres du milieu rapportent un certain nombre de points de victoire qui sont représentés par les petites épées jaunes qu'on peut voir. C'est tout petit là. Alors là, Nod, il ne va pas voir. Je sais pas s'il va. On va lui laisser 30 secondes, zoomer là-dessus tranquillement. Prends ton temps, Nod. Là, il y a deux petites épées, c'est deux petits trucs jaunes là. C'est tout petit rikiki, hein, avec mon gros doigt. Oh, regarde, il y a des épées ici. Ouais, oh, penche-toi, elles sont là, regarde, monte-les avec ta pointe. Ici, là, il y a deux petits trucs. Voilà, là, on commence à les voir. Il y a là, et puis sur toutes les petites places fortes, il y a des épées. Voilà. Donc il peut y en avoir soit une, soit deux. Et donc à chaque fois qu'on arrive à conquérir des places fortes adverses, on marque des points de victoire militaires. Ici, sur la petite. Sur la piste militaire qui se trouve ici. En général, on joue l'un en face de l'autre. Hein. On joue l'un en face de l'autre. Les peuples libres sont de ce côté-là. Et le Mordor, l'ombre. Du côté du Mordor, hein, tu parles. Du côté du Mordor. Voilà, exactement. Donc, sachant que la partie peut se terminer de deux grandes façons différentes, soit la communauté réussit à détruire l'anneau, et à ce moment-là, les peuples libres ont gagné. Ils font la fête, on danse, c'est ça. Alors là, fait l'artifice, boisson à volonté. Tout ça, exactement. La bière, justement, on en parlait, c'est dommage, vous n'aimez pas ça, mais bon, tant pis. Soit la communauté se fait corrompre, c'est-à-dire vous voyez qu'en haut, sur la piste de la communauté, ça va jusqu'à 12. Si ça arrive à 12, Frodon s'est fait corrompre, il donne l'anneau à Sauron et c'est terminé. C'est moche ça. C'est moche. Ça n'arrivera pas. C'est moche. Et donc, il y a aussi possibilité de victoire militaire. Alors comment ça se passe la victoire militaire? Eh bien, si l'ombre arrive à marquer 10 points militaires, c'est-à-dire qu'il gagne 10 combats en gros. Il arrive à prendre 10 points de place forte. Voilà, il remporte la partie. Si les peuples libres arrivent à gagner 4 points militaires, il remporte la partie. D'accord. Donc comme ça, on se dit, oh là là, c'est super facile pour les peuples libres. Oh là là, mais c'est super facile pour les peuples libres. Voilà, exactement. Mais non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce qu'en fait, on va le voir pendant les explications, l'ombre recrute plus facilement ses unités, va plus facilement au combat. Donc en fait, c'est très difficile de gagner 4 places fortes pour les gens libres. C'est très difficile. Donc voilà globalement et donc on va se déplacer. On voit bien que ça c'est le positionnement de départ établi. C'est tout à fait. Donc on constate quoi? On constate que les forces méchantes, les rouges, sont bien établies autour du Mordor, dans des régions même dans lesquelles on ne va pas, hein, voilà. qui sont très très méconnues. C'est ça. Voilà. Ils se répandent un petit peu là-bas, ça bruisse par là-bas. Exactement. Alors que les peuples libres sont un petit peu tranquillou là. Voilà. Eux, ils ont un petit peu entendu du bruit quand même. Hein. Voilà. Mais à un moment donné, ça va se friter tout ça. Ça risque de se friter tout ça. Et là-bas, il y a des gens qui peuvent revenir pour aider. C'est les unités qu'on peut recruter. Et les grises? Alors les grises, en fait, c'est les unités, ils sont de deux grands types. Il y a vraiment les unités militaires qui vous donnent de la puissance au combat. Fais péter des petites figurines que les gens voient quand même. Alors elles sont en plastique, elles ne sont pas peintes. Hein. Je ne sais pas si ça se peint, j'y connais rien moi. Mais ça doit être un peu délicat à peindre ça. Hein. Bien que les grands spécialistes ils peignent tout ce qui dépasse. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu sculpté. Voilà, donc là, ce sont des unités du Gondor, pour être très précis. Voilà. Donc il y a en fait deux grands types d'unités. Il y a les unités vraiment militaires qui sont les unités bleues ou rouges qui vous donnent des dés au combat. Alors il y a des militaires qui montent sur des gros éléphants. Hein. Sur des gros éléphants, oui. Comme vous avez pu le voir aussi dans les films. Et donc il y a des unités, donc les unités grises en fait ce sont des leaders, c'est-à-dire eux ils n'apportent pas
de dés supplémentaires au combat, mais ils permettent de faire des relances. D'accord. Par contre, il y a des villes. Hein. Et les leaders chez le Mordor, c'est les Nazgûl, bien entendu. Les villes, ils sont méchants. Hein. Ceux-là, ils font pas de cadeaux. Hein. Non, c'est pas leur genre. Non. Après, je sais pas si vous les connaissez personnellement, peut-être. Une fois, j'ai eu un ami Nazgûl à qui je vais offert un collier, mais. Non. D'accord. Donc voilà. Alors, comment ça se passe vraiment dans les faits? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, chaque joueur a des dés. Voilà, de sa couleur, qui ont différents pictogrammes un peu particuliers. Les gentils en ont 4 et les méchants en ont plus. Commence avec 4 et les méchants commencent avec 7 de mémoire, c'est bien ça, monsieur 4, 6 et un 7, oui. Voilà. Sachant que des dés, vous allez pouvoir en gagner un peu plus en cours de partie en faisant rentrer des figures un peu importantes du Seigneur des Anneaux. Là, on a Saruman. Saruman. Une fois qu'il va rentrer en jeu, il y aura une figurine, des pouvoirs spéciaux, j'imagine. Exactement. Et un dé spécial. Et un dé supplémentaire qui va venir se rajouter aux autres. Okay. Vous avez aussi le roi sorcier. Qui est là. Voilà. Et la bouche de Sauron, qu'on voit 2 secondes dans le film, celle qui se fait décapiter. Là, oui, elle est là. Ça, c'est la petite figurine de Sauron au tout début. Non, vous vous souvenez, à la fin, à la toute fin, quand Aragorn débarque devant les portes du Mordor, là, avec sa petite armée. Ah oui, peut-être. Et il le décapite. J'ai juste vu 17 fois, mais... il se fait décapiter, il dure 2 secondes. Okay. Bon, voilà. Et donc, pour les peuples libres, ce sera l'arrivée de Gandalf le Blanc, qui rajoutera un dé, ou le couronnement d'Aragorn, qui rapportera un dé supplémentaire. D'accord, ok. Donc, on a un certain nombre de dés. Au début du tour, en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est piocher une carte de chacun des decks. Parce que chaque joueur a 2 decks de cartes. Okay. C'est mélangé de manière aléatoire de chaque côté? C'est mélangé complètement de manière aléatoire de chaque côté. Sachant que chaque carte, vous pouvez en montrer une. J'en chope une. Voilà. Chaque carte a 2 parties. Alors c'est en anglais, hein? Le jeu est complètement en anglais. Une partie en haut qui est un événement que vous pouvez jouer pour l'événement, donc il va faire qu'il faut lire la carte, il se produit des choses quand on la joue. Ça rend le côté épique. C'est ça, et ça va essayer vraiment de décrire des événements qui sont produits. Et en bas de la carte, vous avez quelque chose que vous pouvez jouer comme carte de combat. C'est-à-dire qu'il va être un effet que vous allez pouvoir utiliser en combat et non pas comme l'événement. Okay. Donc pour chaque carte, il y a la décision, est-ce que celle-là j'utilise en combat ou est-ce que je la garde pour l'événement. Donc au début du tour, chaque joueur se pioche une carte de chaque deck. Okay. Ensuite, il va lancer donc tous ses dés. Ok. Voilà, donc, hop. Pareil. Et donc, il peut y avoir un certain nombre de... Donc il va y avoir des résultats divers et variés. Divers et variés qu'on va pouvoir exploiter. On joue chacun son tour. Hein. Alors c'est ça. C'est d'abord les peuples libres qui jouent et qui peuvent utiliser un dé. Donc, qui vont résoudre l'effet du dé. Ensuite, après, c'est moi, je prends un dé. C'est ça. Et ensuite, on sait ce qu'ont les autres. Hein. On sait ce qu'a l'autre joueur. On sait exactement ce qu'a l'autre joueur. Sachant que, petite subtilité, quand vous avez moins de dés que l'autre, vous pouvez dire non, vas-y, rejoue. Jusqu'à temps qu'il ait autant que vous. Voilà, pour gérer un peu la différence entre nombre d'actions. C'est une partie maligne du jeu. Voilà. Donc chacun va jouer tous ses dés. Et une fois que tout le monde aura joué tous ses dés, on regarde si les conditions de victoire sont remplies. Elles ne sont pas remplies. On recommence. Alors, la question, c'est maintenant, que font ces dés? Que font ces dés? Parce qu'ils ont des petits dessins, les dés, regarde. Exactement. Alors, le plus simple, c'est le palantir. Alors, le palantir. Donc, qui a un petit œil au milieu chez son... Il est là. Il est là, voilà. Ça c'est le palantir. Donc, vous savez, le palantir dans le Seigneur des Anneaux, c'est le visiophone un peu, voilà, pour dialoguer à distance, machin. Donc, ça, justement, ça vous permet de jouer un événement. Parce que, Monsieur Fall, si vous voulez bien remontrer une carte événement, par exemple, à la caméra, vous voyez qu'en haut à gauche de la carte, vous avez bien le symbole palantir. Qui vous dit donc... Si j'ai un dé avec ça, je le prends et je peux donc jouer une carte de ma main. Pour l'événement. Alors, sachant qu'il y a une deuxième possibilité pour jouer la carte événement, vous voyez qu'en haut à droite, il y a un autre symbole, qui est l'autre symbole de dé qui vous permet de jouer la dite carte événement. Pour celle-là, par exemple, c'est l'épée. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser un dé avec le symbole qui correspond. Excusez-moi, vas-y, tu peux enlever ton chat, tu peux la C'est bon. Voilà, c'est bon, ça va. C'est ça, tout va bien. Donc voilà, donc un dé peut être utilisé pour jouer une carte événement. Donc ça c'était simple. Sachant qu'un palantir, si vous n'avez pas envie de jouer de cartes, pour raison X ou Y, vous pouvez aussi piocher une carte du paquet que vous voulez. Okay. Voilà, donc ça c'est le palantir. Jouer un événement ou piocher un événement. Toi tu n'as pas le même en bleu, je vais le montrer. Il n'y a pas l'œil au milieu parce que mon palantir est un peu plus, bon voilà. Un peu plus pourri quoi. Un peu pourri, je dirais pas ça, c'est épuré, voilà. Épuré. Il est épuré. Donc ça c'était les palantirs. Ensuite, il y a ce petit symbole chez les peuples libres et ce petit symbole chez les peuples pas libres. Les peuples un peu moins libres. Belliqueux, les méchants. Voilà, c'est ça, belliqueux. Ça, c'est le symbole de recrutement. Il va permettre de faire globalement 2 choses. Recruter des armées. D'accord. Je vais expliquer dans 2 secondes comment ça se fait, mais aussi agir sur la piste politique des terres du milieu. Qu'est-ce que la piste politique, allez-vous me dire? Qu'est-ce que la piste politique? Voilà, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Alors,
la chose importante, c'est qu'il y a une case qui est marquée « At war ». Toute nation qui n'est pas en guerre ne peut pas recruter. D'accord. Il faut être en guerre pour avoir le droit de recruter des unités. Ok. Sachant qu'en plus, les nations peuvent avoir deux statuts. Un statut actif, comme par exemple ici on voit, lui c'est cerclé de rouge, alors que là… Alors ça c'est actif. Non, ça c'est inactif. Alors on va le montrer ici. Voilà. Ça c'est quand le peuple est inactif. Et là… Hop, il est actif. Il est actif. Sachant que seules les nations actives peuvent rentrer en guerre. Alors activer une nation, c'est quand elle se fait attaquer, quand il y a quelqu'un de la communauté qui vient la réveiller, elle passe active. Mais il faut savoir que même si vous atteignez la case juste avant en guerre, pour passer en guerre, il faut avoir été activé d'une façon ou d'une autre. Donc seuls les peuples en guerre peuvent recruter. Et en plus, les peuples qui ne sont pas en guerre n'ont pas le droit d'aller attaquer, n'ont pas trop le droit de sortir de chez eux, etc. Ils sont un peu coincés. Voilà. Donc le recrutement, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet aussi de baisser, de rapprocher une nation de la case en guerre. D'accord. De baisser d'une case. Il faut qu'ils descendent. Il faut les faire descendre. Donc je dis, ah bah tiens, lui, je vais aller là, et puis voilà. il va aller là, et là, paf, il pourra recruter. Alors, parce qu'il est en sachant que ça, c'est une et une seule case. Hein. Donc on passerait directement en guerre. De là, de là, de là, de là. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs importants pour recruter, il faut être en guerre. Donc sachant donc l'autre utilité du dé de recrutement, ben, c'est donc de recruter des unités. Sachant que les unités, vous les recrutez, alors je n'ai une par une si c'est des grosses unités, comme celle-là, ou alors deux par deux si c'est des plus petites. Alors ça se voit à l'œil nu ou les grosses, oui, c'est genre, oui. Tu les vois à l'œil nu? On les voit, ça se voit à peu près bien. À cheval, c'est un gros, à pied, c'est un petit. Voilà, sauf les nains, parce que les nains, ils vont quand même pas à cheval, donc c'est des gros à pied. D'accord. Voilà. Donc le recrutement, ça se passe comme ça. Vous pouvez recruter, vous voyez que dans les nations, il y a des petits losanges bleus comme ça. C'est les endroits où la nation peut recruter. D'accord, donc il faut, en plus, tu dois être en guerre et tu vas recruter à l'endroit où il y a un petit losange. Et bien sûr, un petit losange qui n'a pas été conquis par l'adversaire. Forcément. Parce que si ça a été conquis, ben non, on ne peut plus recruter. C'est l'autre qui va recruter là. Voilà. Ah non, non, ça, on ne peut toujours recruter que chez soi. On peut lever que les troupes qu'à l'endroit où, voilà, où on a mis en place, vous savez, les usines, la production, voilà, les 3-8, ce genre de choses. Sauron est très fort pour les 3-8. Hein. C'est plus que 3-8 qu'il fait, lui. Il a des journées de 72 heures. Je pense. Donc voilà, ça c'est l'utilisation du dé de recrutement. Ensuite, nous avons alors, un dé armé, alors qui est effectivement celui qui… Alors, ça c'est un dé double, mais normalement… tu l'as en simple? Ben, il existe en simple chez Sauron. Alors, il n'existe pas en simple chez les peuples libres. D'accord. Donc c'est ce dé-là. Donc ça qui est un dé qui va justement vous permettre de déplacer vos armées sur le plateau. D'accord. Alors les armées, elles se déplacent toujours d'une et une seule case à chaque utilisation de dés. Quand vous les déplacez, vous pouvez parfois déplacer deux armées. Par contre, si vous attaquez, c'est qu'une seule. D'accord. Donc c'est là où il faut commencer à gérer un peu… sa stratégie, sa tachtique. Voilà comment est-ce qu'on se regroupe. Sachant qu'il y a des montagnes, vous voyez sur le plateau, qui sont les traits noirs foncés. Ça, personne ne peut les traverser. Sachant qu'il y a une limite à 10 unités qui peuvent être sur la même case. Sachant que les unités, c'est uniquement les pièces colorées, on va dire. Les pièces grises ne comptent pas. Les personnages, s'ils avaient quitté la communauté, qu'ils avaient rejoint une armée, ne comptent pas non plus. D'accord. Voilà. Donc pour le coup, c'est avec ça qu'on déplace nos armées et qu'on peut pour le coup attaquer. Alors, pour le coup, on va pouvoir juste dire rapidement comment ça se passe une attaque. Qu'est-ce qui se passe une attaque? Donc c'est quand une armée, par exemple, si on va un petit peu tricher, on va dire qu'eux étaient ici. Ah, c'est le mal qui triche, c'est les rouges, les méchants, les vilains. C'est le mal qui triche. Et on va dire par exemple qu'ils attaquaient Osgiliath. D'accord. Donc ils venaient ici attaquer les deux petites armées. Donc ils rentrent dans la petite case. Ils rentrent là, dans cette case-là. Comment ça se passe un combat? Alors c'est très simple. D'abord, l'attaquant peut dire « je veux jouer une carte de combat ». Donc c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. C'est jouer un événement, jouer une carte en fait pour le combat et non pas pour l'événement. Le défenseur fait pareil. Les deux révèlent, appliquent le pouvoir. On fait le texte. Lisent le texte. Qui sont divers et variés, qui sont plein de choses. Vous avez peur, vous fuyez, t'es malade, tu tapes à -2. C'est ça, ce genre de choses. Je suis trop fort, je t'écrase en un seul coup et ce genre de choses. Ensuite, chaque camp va lancer un nombre de dés de combat qui sont les petits dés 6 blancs là-bas. Voilà, un dé pour chaque unité qu'il possède. Encore une fois, les unités, c'est uniquement les petites figurines de couleur. Donc là, par exemple, le Mordor lancerait 5 dés. 5 dés. Et les gentils lanceraient 2 dés. Les gentils. Les gentils. Je jette 5 dés, moi. Voilà. On touche sur 5+, par défaut. Donc chaque 5+, c'est par défaut une touche. J'ai 2 touches par défaut. 2 touches par défaut. Sachant que c'est là où les leaders ou les figurines grises rentrent en jeu. C'est que chaque leader permet de relancer un dé qui aurait raté. Donc moi, j'ai un leader qui est avec là, donc ça veut dire que je vais relancer, par exemple, celui-là. Voilà.
Et c'est réussi, quel talent. On jette que un de plus. Hein. Voilà, on relance que un dé. Donc voilà, donc ensuite on regarde les pertes effectuées à l'un et à l'autre. On retire donc les figurines qui se sont faites tuer. Et on continue comme ça, tant qu'il n'y a pas l'un des deux qui a décidé de dire non, j'arrête, je m'en vais. Ou alors qu'il n'y a pas quelqu'un de complètement éradiqué. Là, ce qui est arrivé, tu es éradiqué. Là, j'ai complètement éradiqué. Tout de suite, une chose extrêmement importante. Attention, c'est la minute importante. Tu parles à cette caméra, c'est important. C'est la minute. Là. Il faut écouter. Attention, écoutez bien. Maintenant, on écoute. Écoutez bien, les pertes chez les peuples libres sont définitivement défaussées. Elles ne pourront plus être recrutées. Contrairement aux pertes du Mordor, qui elles reviennent en réserve, il en fabrique, il les génère, et qui pourront être générées. Il les génère, il les régénère, on le voit. Hein, il les refait. C'est pour ça que si le jeu dure trop longtemps, le Mordor va forcément rouler sur les peuples libres. Il peut faire traîner en longueur exprès. C'est le but. C'est pour ça que les peuples libres ont intérêt vraiment à essayer de faire en sorte d'y aller vite, parce que à force, le Mordor va régénérer des unités et arriver à rouler sur tout le monde. Donc, globalement, ça se passe comme ça. Il y a des petits modificateurs par-ci, par-là, en fonction de si c'est une forteresse, si c'est quelque chose. Il y a plein de petits détails qui font que le jeu est un petit peu plus fin que ce qu'on pourrait croire en lançant juste des dés en disant « Ah, j'ai fait 5-6, je te tue ». Normalement, on doit gérer sa partie pour rééquilibrer ses forces, ses chances. Alors, donc, le seul truc un petit peu spécial, c'est donc pour assiéger une forteresse. Là, pour le coup, des unités peuvent dire, quand elles se font attaquer, « Non, en fait, moi, je vais me réfugier dans la forteresse. » Et là, à ce moment-là, il faudra faire un siège qui est quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus difficile qu'un combat normal. Il faudra dépenser un peu plus de cartes, dépenser un peu plus d'unités. C'est long, mais c'est ça qui rapporte des points de victoire. Donc ça aussi, ça se prépare. Petit détail quand même, parce que je pense que les interlocuteurs qui ne connaissent pas le jeu vont se poser la question. Là, j'ai jeté mes dés, je t'ai tué. Tu réponds avant ou tu es mort avant? C'est simultané. Simultané, donc voilà, on lance les dés en même temps. N'ayez pas peur, hein. Les gentils ont le temps. Vas-y, fais-moi 2 jets de dés. Voilà, on tente de faire pas de touche. Voilà, il a fait 2 dés et là, tu es mort. Hein. Voilà. C'est du simultané, c'est pas chacun son tour. Okay, tout à fait. Donc, globalement, voilà pour les combats. Alors, ces petites choses-là que vous voyez là, ça c'est juste quand il commence vraiment à y avoir trop de monde dans une case, et vous mettez les unités là-dedans et vous baladez ce petit truc-là sur le plateau. Pour les déplacements, donc, ils se déplacent en groupe. Alors, vous choisissez quand vous déplacez une armée, vous bougez le tas, mais sachant que c'est un tas qui se déplace vers une case. D'accord. Voilà, si c'est un mouvement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Là-dessus, c'est à peu près tout. Donc, on a vu le dé armé. Maintenant, il y a le dé personnage, qui est la petite épée, qui a aussi le Mordor. Qui est là, celle qui m'a permis tout à l'heure aussi de faire un autre truc avec. De pouvoir jouer potentiellement un événement qui a le symbole correspondant. Alors, personnage, la première chose que ça permet de faire, ça permet de déplacer une armée, donc comme le dé armé, sauf que cette armée doit forcément contenir soit un leader, soit un personnage. D'accord, important. Donc par exemple, une armée comme ça ne pourrait pas se déplacer avec ce dé-là. Donc ça, c'est la première utilisation standard, on va dire, la même chose pour les deux. Ensuite, c'est là où ça diffère en fonction de si on est le peuple libre ou de si on est l'ombre. Si on est les peuples libres, ce dé-là, c'est ce dé qui nous permet de faire avancer la communauté. D'accord. Donc alors, le mouvement de la communauté, comment ça se passe? La communauté a donc une dernière position connue et elle va se déplacer à partir de cette position sans qu'on sache tout de suite par où est-ce qu'elle est passée. Ils ne sont pas bêtes, les hobbits. C'est ça. Donc pour le coup, quand vous dépensez un dé personnage pour faire avancer la communauté, on dit que la communauté a avancé d'une case. Mais on ne dit pas où. Mais on ne dit pas où. Sachant que qu'est-ce qui se passe quand vous essayez d'avancer? Sauron, il essaie quand même de savoir un peu ce qui se passe, il a envie d'avoir son truc. Les dés, le résultat de Sauron qui est un œil, vous pouvez en montrer un. Ici, c'est bon. Voilà. Alors les œils, parce que c'est les œils de Sauron. Voilà, parce que les yeux de Sauron, il a plein de les œils. Il y en a plein de les œils. Voilà. Ils sont venus ici. Tu les mets donc à part. On les met à part, forcément, ils vont là. Et ils servent à quoi? À chaque fois que la communauté va essayer d'avancer, c'est le nombre de dés que Sauron va lancer pour savoir s'il arrive à trouver la communauté. Donc, tant que sur le premier mouvement du tour, Sauron, il touche sur 6. Donc, il faut arriver à faire 6 avec les dés. Donc là, j'ai raté. Donc, le type ne dit pas où il a mis son Il ne sait pas, on ne sait pas où il est passé, etc. Par contre, le dé qu'il a utilisé, il va venir ici. D'accord. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il réessaye d'avancer dans le tour, je vais toujours lancer 2 dés, mais cette fois-ci, je vais toucher sur 6+, sur 5+, pardon. Parce qu'il y a eu un dé supplémentaire. S'il réavançait, il rajoutait un dé, et à ce moment-là, je toucherais sur 4+, etc., etc. Donc, plus il avance dans le même tour, plus Sauron a de chances de le trouver.
qu'est-ce qui se passe? On va dire que j'avais fait 6 Ok. tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tuiles grises par là-bas, Ici. qui normalement sont à mettre dans un bol, dans un sachet, Oui, dans pour quelque pas chose qu'on de les voit. caché. Je vais en montrer quelques-unes. Il y a Pour des pas chiffres qu'on les voit. dessus et des petits symboles. Voilà. Donc cette tuile-là, quand on la tire, donc quand il y a une traque réussie, ce qui s'appelle une traque réussie, on pioche une tuile Au hasard. au hasard. Voilà, on fait comme ça, là, on dit, oh, ne rate pas, et là, tu fais ça. Ah, Voilà. tiens, il y a ça. Alors, sur une tuile, normalement, il y a un chiffre ou un œil Voilà, ça c'est la vie. qui indique le nombre de points de corruption que le porteur de l'anneau doit prendre. D'accord. Parce qu'il s'est fait découvrir par Sauron. Sachant que s'il y a un œil, c'est le nombre de réussites sur le jet de dés. Ah, c'est mochant. Donc ça peut être 1, 2, 3, plein, tout ça. Donc ça, hop, pour le coup, Ça monte. on fait avancer la corruption. Sachant que la communauté a le choix de sacrifier un des personnages de la communauté pour D'accord. encaisser la corruption. Ok. Parce que chaque personnage a un niveau, ce qui s'appelle un niveau qui est sur la carte, on pourrait le montrer sur la carte d'un Ici, là. personnage, qui est le 3 en haut à droite. De l'ordre et de la discipline. Voilà. Voilà, Gandalf le gris. Il a un niveau de 3, donc pour le coup, en le sacrifiant, on pourra encaisser 3 points de corruption. D'accord. Sachant que l'excédent, tant pis, c'est perdu. Hein. Ok. Si vous sacrifiez 3 pour encaisser 1, c'est tant Tant pis. Voilà. Donc en gros, on peut sacrifier comme ça des personnages pour encaisser la éviter de se prendre corruption. des trucs là-bas. Ok. Pour éviter de se prendre de la corruption. Et donc il y a un autre petit symbole, effectivement, qui est en bas. Ça veut dire que Sauron a trouvé où était la communauté. D'accord. Donc la communauté est obligée de se révéler. Ok. Alors donc quand la communauté se révèle, on retourne le jeton pour dire qu'elle est révélée. D'accord. Ça a un effet qu'il y a un certain nombre d'événements chez Sauron qui disent si la communauté est révélée, vas-y, elle en prend plein sa tête, elle se Ok. fait dérouiller, etc. Donc c'est pas bien d'être révélée. Et en plus, ça force la communauté à indiquer sa position D'accord. actuelle. Alors comment il la matérialise? Parce que là, Alors- s'il avance à l'aveugle, il peut te dire n'importe quoi, le gars. Alors justement, au moment où il est révélé, on va dire par exemple qu'il était sur la case 3 parce qu'il avait réussi à avancer 3 fois. Et ben il doit bouger la figurine depuis 3. sa position D'accord. de 3 cases, Ok. en décidant de la placer où il veut, 1, 2, 3 par exemple. Et D'accord. ça, c'est la nouvelle position. Et il te dit, voilà, je suis là, en fait. Voilà, en fait. Mais maintenant, avant, en je suis fait, là. il avait avancé, mais il n'avait pas décidé. C'est ça, il n'avait pas décidé. Sauf Vous s'il ne rentrait dans décidez- une case où il y avait quelqu'un. Même pas, la Il dit communauté, rien. elle est Il faut qu'il dise invisible. rien, il elle dit est, rien, quoi, il est caché. Ok. Voilà, c'est caché. Donc ça, c'était si Sauron forçait la communauté à se révéler. Alors, il y a tout un tas de règles. Si, quand vous vous révélez, vous passez par ci ou par là. Par exemple, si on passe par une forteresse de Sauron, vous imaginez que la communauté en reprend Enfin, sa gueule. encore un petit coup. Mhm. Et elle n'a pas le droit de se révéler non plus chez des copains. Parce que chez les copains, ça a plein d'effets sympas, ça Ouais, permet de se guérir. d'accord. Donc, quand Sauron révèle, non, il ne Il faut pas se révéler chez les voilà, copains. Tu dis pas, non, non, je suis caché chez mes amis. Non. Jamais. Et donc c'est là où, à l'inverse, au début du tour, ce que le joueur des peuples libres peut faire, c'est dire, ben moi en fait j'ai envie de déclarer ma position en fait. J'ai envie de déclarer D'accord. où je suis. Là par exemple, on voit qu'elle fait 5 cases, mais pour le coup elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça arrête chez ses amis. Et je suis chez mes amis. D'accord. Et comme ça je suis tranquille, je suis chez mes copains, je peux me guérir, etc. Donc la communauté, elle bouge. Enfin, on doit vraiment bouger la figurine quand Sauron force la communauté à se révéler parce D'accord. qu'il l'a vu. Ou si on a décidé stratégiquement que c'est intéressant d'être révélé. Exactement. Ça roule. Et donc c'est comme ça que la communauté avance, sachant que quand la communauté est révélée, elle ne peut pas se déplacer, elle doit d'abord se cacher. D'accord. Et pour se cacher, bah, c'est pareil, c'est un des personnages, c'est une D'accord. épée. Il faut dépenser une épée Cette petite chose là. pour cacher la communauté. Donc voilà, c'est comme ça que la communauté avance, c'est comme ça que Sauron essaie de la traquer. Alors sachant que pareil, une fois qu'elle arrive dans le Mordor, là il y a des règles spéciales qui rentrent en jeu. Et parce que ça rigole plus là. Parce que ça rigole Parce plus. que dans le Mordor, il n'y a plus d'amis. Non, il n'y a plus Terminé. de copains, quoi. Il y a juste le volcan. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait chaud. Ça nous ferait un peu de bien d'ailleurs. Ce serait bien que ce soit un peu le Mordor en France. En Ah ce ouais, moment. tu veux dire qu'on manque d'été? Ouais, C'est vrai. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et donc, une fois qu'on est là-dedans, il faut balancer l'anneau. Alors, en fait, une fois qu'on est là-dedans, on va le faire très vite. En gros, on arrive ici. Il nous reste donc 5 cases à faire pour arriver en haut. D'accord. Là, c'est très simple. À chaque fois qu'on essaie d'avancer, on pioche une tuile. Et on applique la tuile. Il n'y a même plus de jet pour savoir si ça réussit ou pas. C'est avancer, bam, bam, je bam, veux avancer, bam, bam. Ça devient très très chaud. C'est pour ça qu'on peut se prendre pas mal de corruption. En plus, il y a des tuiles. Vous voyez les tuiles bleues et les tuiles rouges? Ici, là. Non. Ici, Celle-là et celle-là. Ce sont des tuiles spéciales qui ne rentrent en jeu que quand la communauté arrive dans le Mordor. D'accord. Il y a des tuiles sympas qui sont mises en jeu par les peuples libres, mais il y a des tuiles très méchantes qui sont mises en jeu par Sauron. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut, quand on rentre dans le Mordor, il faut y arriver quand même un peu. Faut être préparé un petit peu avant. Il ne Faut être faut pas préparé. avoir trop de corruption, il D'accord. Faut un peu préparer son coup. faut être pas mal. Et donc si la communauté arrive à atteindre la 5e case, pouf, c'est fini. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'utilisation du dé-personnage pour les peuples libres. Il y a une dernière utilisation pour les peuples libres qui est justement de bouger les personnages qui sont au Les départ héros. les héros.
dans la communauté. Ça vous permet de les séparer de la communauté. Et de faire d'autres groupes pour aller ailleurs. Pour aller aider un peu les peuples libres, parce que pour le coup, ils donnent aussi des avantages en combat, ils activent certaines nations, etc. Et au moment de la révélation, c'est toujours le porteur de l'anneau que tu révèles. C'est la communauté en soi. Mais si elle est divisée, les héros ne comptent plus. Les héros ne sont plus dans la communauté, ils sont à part, ils ont été séparés, Okay, ils ne peuvent plus y retourner. Okay. C'est fini. Donc voilà, et ça vous permet donc aussi de bouger vos personnages sur le plateau une fois qu'ils ont été séparés et tout ça. Pour Sauron, le dé personnage, il permet de déplacer tous les Nazgûl. D'accord. Alors les Nazgûl, c'est très sympa, ça vole, donc vous les remettez où vous voulez, etc. Sachant qu'une petite précision quand même, quand la communauté elle a dû se déclarer en plein milieu de la nature, là on peut lui mettre des Nazgûl dessus et donc globalement ça augmente nos chances d'arriver à la découvrir. Okay. Donc c'est vraiment pas bien d'être... Enfin il vaut mieux éviter de se découvrir en pleine nature. D'accord. Voilà. Et écoutez, je pense n'avoir rien oublié pour les dés personnages. Je réfléchis mais je ne vois pas. Alors je vais consulter ma petite aide de jeu. Alors parce que c'est un jeu... Les règles prises indépendamment les unes des autres sont vraiment pas compliquées. C'est la globalité, c'est l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça et que l'autre il a fait ça? Voilà, exactement. Je vais hyper de c'est pareil, move compagnon. Donc non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Tout est là. Hein. Il y a la phase du tour, le game turn. Il y a 6 actions possibles. Et donc alors, il reste une face qui est particulière à chaque nation. Il y a l'œil chez Sauron. Okay. Donc dont on a déjà vu l'utilisation, parce que ça, donc on les envoie et c'est pour la traque. Et il y a le petit le demi-chandelier, voilà, qui est la volonté de l'Ouest. Parce que dans les terres du milieu, il y a les dieux qui habitent à l'Ouest, etc., dans une île et tout ça. Donc la volonté de l'Ouest, c'est un joker pour les peuples libres. C'est-à-dire ce dé-là, tu choisis ce que tu as à faire. On choisit la face et on effectue, sachant que c'est aussi la face qui est une des conditions pour mettre en jeu Gandalf et Aragorn. D'accord. Pour pouvoir les mettre en jeu, il faut dépenser un dé comme ça. Le joueur gentil a moins de dés, mais il a cette option de choisir un petit peu… Il a ce joker. Ok. Donc là, on a à peu près tout vu. Il y a une dernière chose, il y a les anneaux elfiques. J'étais en train de regarder par là-bas, oui. Qui sont par là-haut. Ça, c'est des jokers qu'a au départ le joueur des peuples libres. Et ça, c'est un peu comme la volonté de l'Ouest, il peut changer la face d'un dé. En utilisant un anneau elfique. Sachant que quand il l'utilise, il est donné à l'ombre qui lui aussi pourra faire ça une fois. D'accord. Et ensuite l'anneau sera… C'est à toi de calculer si c'est le moment ou pas. Est-ce que c'est le bon moment en extrême par exemple, à la fin, quand on veut vraiment amener la communauté, là on s'en fout, on y va, on envoie. Sachant qu'on n'a pas le droit quand même de mettre le dé sur un volonté de l'Ouest. Ok. C'est la seule petite restriction. Et là, on enchaîne les tours de lancer de dés juste pour ça, en avançant, en développant sa stratégie, en essayant de ne pas se faire voler. Exactement. En essayant pour le méchant de faire deux choses, soit aller péter des armées pour marquer des points d'armée pendant que l'autre avance, parce que c'est ça. On ne va pas non plus lui courir tout le temps après. Hein, oui. Si on attend qu'il arrive aux portes du Mordor, on va perdre, donc il faut aller sans la fighter. Ce qui met la pression à la bande de joyeux de riz qui veut aller se faire un barbecue dans le Mordor. Donc, pour résumer, les peuples libres, eux, au niveau militaire, ils vont essayer de temporiser. C'est ça. Ils vont essayer vraiment de ralentir à un moindre coût. Et Sauron, il va vraiment essayer d'enfoncer militairement le plus vite possible parce que s'il laisse trop de temps, et donc là, après, le joueur gentil, soit il y va tête baissée, soit il fait des… Généralement, ça se passe par là. Il y a parfois une petite pause pour aller aux toilettes à Minas Tirith. Se vider la vessie avant d'attaquer le Mordor. Si Minas Tirith existe encore. Si Minas Tirith s'est pas fait raser entre-temps. Donc, voilà. Bon, on a fait le tour. On ne va pas faire une partie parce que c'est assez long. Voilà. Mais ce qui compte, c'est d'avoir montré aux gens à quoi ça ressemblait. Cette chose qui est sortie il y a maintenant une dizaine d'années, on va dire, c'est ça, mais qui revient au goût du jour. C'est sorti l'année dernière, réédité par Ares. C'est une boîte de quel pays, ça? Ares, tu le sais? C'est italien. C'est italien, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Italien. Parce que nous, on avait une version Tilsit en France, je crois. Alors c'est ça, ça avait été édité. Il doit y avoir la boîte doit être quelque part, je ne sais pas où, mais elle doit être quelque part. C'est une énorme boîte qui pèse un âne mort. Combien ça coûte? Je n'en ai aucune idée. Les gens trouveront bien le prix, il n'y a pas de souci. Tu voulais dire? Il y a l'extension aussi. Ah, ben oui, l'extension. On va la montrer parce qu'avant, il n'y avait pas d'extension, maintenant il y en a une, on l'a mise là. Alors, il y en a une effectivement pour la première édition, mais là, pour le coup, ils ont réédité une extension qui est un peu différente. Nous, on ne l'avait pas vue en France, celle-là, je crois pas. On ne l'avait pas vue, elle n'a peut-être pas Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est une extension pour un jeu qui en a vraiment besoin. Je veux dire, c'est tellement épuré, tellement… Bien sûr, voilà, on rajoute des règles supplémentaires. Voilà. Donc, War of the Ring, donc voilà, c'est l'extension. Lord of Middle-earth. C'est ça. Donc, c'est la jeune demoiselle excitante. Voilà. Madame Galadriel. C'est ça, la belle.
Et donc à l'intérieur, il y a quoi? Qu'est-ce que ça rajoute? Tu le sais, tu as joué? Alors, je n'y ai pas joué, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai essayé de me renseigner. En fait, c'est surtout une extension pour faire des « et si ». Et si tel personnage avait décidé de rentrer, d'agir différemment, et si Sauron avait décidé d'utiliser le roi sorcier pour la traque de l'anneau et non pas pour guider les troupes. Ça t'impose des choses Non, ça rajoute des nouvelles options. Donc on peut choisir, on peut dire tiens, lui en fait je vais plutôt l'utiliser de telle façon. Voilà, ça permet de faire un setup différent où en fait la communauté n'a pas été formée, mais les personnages sont restés dans leur région d'origine. Ah, mais il y a Elrond, il y a tout ça dedans en fait. Alors il y a Elrond, il y a Galadriel qui ont été rajoutés comme personnages. Il y a donc des versions alternatives de la bouche de Sauron et du roi sorcier. Il y a Gosmog, qui est un général de Sauron un peu moins connu. Et voilà. Et donc il y a aussi les anneaux elfiques qui ont été un peu étoffés, dans le sens où il y a des dés supplémentaires pour les anneaux elfiques. J'ai montré des dés. Alors ça, donc là vous avez le dé pour Gosmog et pour le Balrog. Parce que je ne l'ai pas dit, le Balrog n'est pas matérialisé dans le jeu de base. Mais il arrive avec l'extension. Mais il arrive avec l'extension. Donc voilà, donc pour le coup, les anneaux elfiques là sont un peu plus présents dans le sens où ils peuvent rapporter des dés supplémentaires qui ont des règles un peu particulières, qu'on peut gagner, qu'on peut perdre, avec aussi des pouvoirs particuliers liés à leur possesseur quand leur possesseur est en jeu. Donc voilà, c'est pour rajouter un peu quelques... Comme s'il n'y en avait pas assez. Comme s'il n'y en avait pas assez. Au bout de 20, 30, 40 parties, tu as envie de voilà, pimenter un peu la chose. Ok. Exactement. Donc voilà. Ça c'est arrivé en même temps. C'est sorti en même temps que la seconde édition l'année dernière. Ok. Bon, on trouve ça dans toutes les boutiques spécialisées, mais ultra spécialisées, parce que c'est la version anglaise. Et tu disais, Arès n'est pas contre un éditeur français qui déciderait de le faire, de le traduire. Il y a du texte sur les cartes quand même. Il y a beaucoup de texte sur les cartes. Ok. Il y a beaucoup de texte. On va remettre ça. Et puis il faut traduire Minas Tirith, tout ça, machin. Oh, ça, tu sais, je ne sais pas si c'est obligatoire le plateau. Hein. Non, mais de toute façon, oui, on laisse les noms. Ça dépend, si tu veux fond de combe, il ne faut pas laisser le nom. Combe. Ouais, je sais, ça fait mal au ventre. Donc voilà, la règle elle est là, ça c'est comme ça. Voilà. Donc on a fait le tour, merci. On a fait le tour. Merci Tub. On a montré aux gens à peu près ce que c'était. C'est un gros jeu à deux, mais alors les parties sont un peu longues, mais on ne les voit pas passer en fait. Hein. C'est le souvenir que j'en ai. Moi, je t'avoue que je n'y ai pas beaucoup joué. C'était un jeu à deux, c'est pas pour moi, en plus avec des figurines à déplacer sur un plateau. Mais je me souviens de la partie que j'avais faite, elle était assez amusante. On s'y croit en fait. C'est ça, il faut vraiment arriver à se prendre. Voilà, si on la joue roleplay, quand on joue les gentils, on essaie d'être caché, tout ça. C'est rigolo que l'autre ne sache pas où on est. Enfin, c'est assez plaisant. Mais c'est quand même un jeu de combat et de déplacement de figurines avec des dés. Hein. Ça, si vous êtes un comptable dans l'âme, c'est pas pour vous. Complètement, ça il faut éviter. War of the Ring, seconde édition, un jeu de Roberto Di Meglio, Marco Maggi et Francesco Nepitello, chez Arès, dans les terres du milieu. Merci, à bientôt. Merci, on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Jenny Reich. Au revoir.